L'archéologie nazie. Un sujet qui surprend, qui glace, qui fascine. Un sujet resté trop longtemps tabou pour bon nombre de scientifiques. Je trahissais un secret, témoigne Laurent Olivier, un des premiers Français à s'y être intéressé. Je trahissais un secret dont tout le monde connaissait l'existence, mais qui, pensait-on, avait été gardé pour de bonnes raisons. Et effectivement, l'archéologie allemande sous le Troisième Reich n'est pleinement reconnue en tant que fait historique que depuis les années 95 à 2000. Et comme une seule vidéo ne suffirait pas pour en faire le tour, voici une introduction à travers un cas exemplaire, les fouilles nazies au mur païen. Le mur païen, c'est cette mystérieuse muraille dont nous avons parlé dans l'épisode 4. Souvenez-vous, je vous avais rapidement évoqué les fouilles nazies. Des fouilles assez mystérieuses, puisqu'elles n'ont laissé aucun rapport. Si bien qu'il y a encore une vingtaine d'années, on ne savait absolument rien ni de leurs résultats, ni de leur déroulement. Mais tout a changé avec la redécouverte de certains documents d'époque, les archives personnelles de Hans Reinert. Hans Reinert est l'archéologue allemand qui, entre 1940 et 1943, mène les fouilles. Il est membre du parti nazi depuis 1931 et dirige dès 1937 le Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte. Bon, avant de continuer, quelques explications s'imposent. En gros, l'archéologie nazie se partage entre deux entités bien distinctes. D'un côté, on a l'Amt Rosenberg, qui est l'organisation du célèbre Alfred Rosenberg. Et de l'autre, on a l'ANNRB, qui est l'institut de recherche SS de Heinrich Himmler. Au long du Troisième Reich, ces deux organisations vont s'affronter et se concurrencer pour le contrôle de l'archéologie nazie. Cette lutte, on l'abordera en détail dans un prochain mini-documentaire. Pour le moment, retenons juste que le Reichsbund de Reinert est la branche archéologique de l'Amt Rosenberg. Maintenant que les choses sont un petit peu plus claires, revenons à nos archives de Reinert. Il s'agit de plans topographiques, de relevés de terrain, de carnets de fouilles, de photos, et surtout, de lettres émanant de l'archéologue lui-même. Bien sûr, on savait que ces documents avaient existé, seulement on les croyait disparus ou même détruits. Et comme par hasard, c'est ce que Reinert lui-même a affirmé jusqu'à sa mort en 90. Seulement ça n'était pas tout à fait vrai. En effet, les archives existaient toujours, dispersées entre l'Alsace et l'Allemagne. La plupart ont été retrouvées dans les fonds du Pfahlbaum Museum, le musée en plein air dirigé par Reinert lui-même après la guerre. D'ailleurs, le grenier du bâtiment recelait encore des reliquats du Troisième Reich, de grandes banderoles couvertes des slogans de Rosenberg qui n'avaient pas bougé en presque 70 ans. Mais toutes nos archives n'étaient pas concentrées là-bas. D'autres dormaient au SRA d'Alsace, à Strasbourg. Des lettres émanant de Reinert lui-même, ou lui étant destinées. Elles ont été découvertes et étudiées par François Pétry en 1993. C'est grâce à lui, ainsi qu'aux travaux de Bernadette Schnitzler et de Gunther Schobel, que nous savons aujourd'hui précisément comment se sont déroulées les fouilles nazies au mur païen. Alors, à notre tour de remonter le fil de l'histoire. Direction les années 40, au tout début des travaux de Reinert. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Reinert connaît déjà bien le mur païen. Depuis 1928, il y emmène régulièrement ses étudiants de l'université de Tübingen. Il ne lui est donc pas difficile, dès 1940, d'élaborer un programme de recherche. L'Alsace venant tout juste d'être annexée au Reich, la situation lui est favorable. Reinert est tellement sûr de lui qu'il ne consulte pas immédiatement l'administration civile, et justement cette dernière va lui refuser l'autorisation de fouille. Mais bon, il est soutenu et financé par l'Amt Rosenberg, alors autant dire qu'il en faut plus pour l'arrêter. La première campagne de travaux a lieu entre les années 41 et 42. Certaines zones de forêt sont déboisées. Le mur, partiellement enseveli, est dégagé sur tout son tracé. Un plan topographique très précis en est ensuite dressé. Il faut savoir que malgré la guerre, Reinert dispose de moyens financiers considérables. Ce qui lui manque, en revanche, c'est la main-d'œuvre. Et oui, comme c'est la guerre, il ne peut pas faire appel au Reichsarbeitsdienst. Pas sûr. Comme c'est la guerre, il ne peut pas faire appel aux hommes qui effectuent le travail obligatoire avant le service militaire, puisque ce travail est désormais remplacé par le maniement des armes. Alors il doit recourir à une vingtaine de ses étudiants de Berlin, c'est-à-dire des réformés et des grands blessés de guerre. Cette main-d'œuvre sera un gros handicap pour lui, puisqu'elle ralentira ses fouilles. Pour vous donner un petit exemple de l'efficacité de ces fouilleurs étudiants, sachez que l'un d'eux était infirme, et qu'il avait quand même perdu ses deux jambes au combat. La seconde campagne de travaux est organisée du 16 au 31 juillet 1943. 5 chantiers sont lancés simultanément en plusieurs points du mur.
Parmi les 3 qui donnent des résultats, le premier, nommé chantier des tumuli, porte sur une série de tertres funéraires. Ils ont déjà été fouillés au 19e siècle. Seulement, Reinert veut déterminer s'ils sont plus anciens ou non que l'époque médiévale. Verdict, ces tombes sont bien mérovingiennes et non celtes. En tout cas, une chose est sûre, le mur existait déjà lors de leur construction, puisqu'on a retrouvé dans l'un des tertres une pierre à encoche. Et ouais, ça veut dire qu'on a pris une des pierres du mur pour combler l'un des tertres. Le second chantier a eu lieu ici. Il est consacré à la voie romaine et à la porte nord. D'abord, la porte est entièrement dégagée et elle est aussi relevée. Autrement dit, on en dessine un plan. Les travaux ne s'arrêtent pas là puisqu'on dégage aussi le pavage sur plusieurs mètres. Et là, on se rend compte que cette voie dite romaine, qu'on appelle encore comme ça aujourd'hui, eh bien, semble être en réalité plus ancienne. Le troisième et dernier chantier dont nous parlerons ici concerne le raccord est entre le mur transversal sud et le reste de l'enceinte. C'est-à-dire juste ici. Il devient rapidement le secteur le plus important en raison d'une découverte inattendue, une nouvelle porte du mur. Encore une fois, c'est une porte à couloir d'entrée. Et fait assez intéressant, les dalles du pavage comportaient des traces de roues, ce qui atteste d'un passage répété. Malheureusement, aujourd'hui, le chemin passe par-dessus, donc je peux pas tellement vous les montrer. Une dernière campagne de travaux était prévue pour 1944, mais elle ne sera jamais réalisée, à cause de la défaite allemande qui commence à se faire ressentir. C'est d'ailleurs en janvier de cette année-là que sont dispersées les archives de Reinert. Il semble qu'un rapport préliminaire était alors prêt à être imprimé, mais forcément, il n'a pas vu le jour. Alors il faut retourner du côté des archives pour comprendre ce que Reinert comptait dire à propos du mur. Plusieurs sources nous éclairent sur les interprétations de Reinert. Quelques phrases dans une lettre à Rosenberg, un compte-rendu de Riette, son ancien élève, suite à une visite. La source la plus explicite, et celle dont nous parlerons ici, nous vient d'un certain Fritz Heyer. Mais avant d'aller plus loin, quelques explications s'imposent. Heyer est l'un des fouilleurs de Reinert. Après la guerre, en 1947, il publie un rapport dans lequel il évoque les travaux, en s'attribuant une bonne part des découvertes, dont par exemple la nouvelle porte. Et d'ailleurs, il a plutôt bien géré son coup puisque, encore aujourd'hui, elle porte son nom. Bien qu'il ait exagéré son propre rôle, Heyer nous livre un témoignage important sur la fouille et son déroulement. Il relate notamment une visite organisée par Reinert au mur païen. Elle a lieu le 29 juillet 1943, à la fin des fouilles. Et plutôt que de vous livrer un résumé réchauffé, je vous laisse découvrir ici les mots exacts de Fritz Heyer. Reinert, dans son exposé, parla d'abord des migrations des peuplades germaniques du nord au sud, pendant lesquelles les Celtes furent peu à peu repoussés jusque sur le sol de la France actuelle. Il soutint la thèse que l'Alsace était déjà occupée dans sa partie nord par les tribus germaniques vers l'an 200 avant Jésus-Christ. C'est à cette date qu'il fixe la construction du mur païen. Ayant ainsi préparé le terrain, il parla alors de l'importance d'un tel ouvrage stratégique à proximité de la frontière, pour conclure que le mur païen avait aussi bien pu être construit par les Germains, pour garantir le pays nouvellement conquis, que par les Celtes, comme on l'a admis jusqu'à présent. Puis il revenait sur quelques particularités qui, d'après lui, seraient la preuve pour une origine germanique, et parla notamment de la grandeur de la conception de la construction qui révèle la personnalité d'un chef exceptionnel qui, pour fortifier sa position nouvellement acquise dans le pays, a élevé ce bourg unique dans toute l'Europe. Il finit en exprimant l'espoir que le jour ne sera pas loin où lui, Reinert, aura donné au peuple allemand la certitude que le mont Saint-Odile, le Hohenbourg, avec son mur païen, était digne de devenir un pèlerinage pour quiconque voudrait se retremper dans les hauts faits de ses aïeux. Le but de Reinert et des milieux dont il était le porte-parole était donc clairement défini. Déclarer la plus formidable forteresse préhistorique issue du génie germanique, et faire du mont Saint-Odile un lieu de pèlerinage national allemand. En d'autres termes, les vestiges sont totalement détournés pour servir l'idéologie nazie. Pour Reinert, le mur païen est un témoignage de la puissance germanique. Et pourtant, il avoue lui-même que rien ne permet vraiment d'étayer son hypothèse. Dans une lettre de 1943, il dit clairement à Rosenberg « Les découvertes néolithiques dominent. Celles de l'Athènes sont rares et souvent de période tardive. Les objets d'époque alamane manquent encore totalement dans nos fouilles. » Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les fouilles nazies, j'aimerais parler d'un dernier point. Le sort de Reinert après la guerre. Après la guerre, Reinert sera totalement désavoué par la communauté scientifique. Il finira sa carrière reclus dans son Pfahlbaum Museum, mis à l'écart des autres chercheurs. En fait, Reinert fait un petit peu figure de bouc émissaire.
il est désigné comme un unique coupable alors qu'en réalité on estime que 9 archéologues allemands sur 10 ont appartenu au parti nazi. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux ont continué à mener une carrière scientifique respectable après la guerre. Cela explique le tabou, le silence qui a longtemps pesé sur le thème de l'archéologie nazie. Et c'est aussi le cas en France, car certains archéologues bien de chez nous ont participé à cette collaboration idéologique. Quoi qu'il en soit, l'archéologie nazie est un sujet complexe et sensible, et il nous faudra encore de nombreux mini-documentaires pour le décortiquer. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à la partager, c'est le plus important. Quant à moi, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao. Production.